Donc, je me présente Wilfried Estève, je suis à la fois une vision transversale dans l'évolution de mon métier. Je suis à la base photojournaliste, je suis président de l'association Freelance d'ailleurs. Derrière, je suis aussi enseignant, producteur. En fait, j'ai vu un petit peu toute mon activité repenser, évoluer ces 8 dernières années à peu près. Grosso modo, en fait, c'est bien parce que je rebondis pour le coup par rapport à ce que j'ai entendu. Jusqu'en 2005, j'étais pigiste pour un ensemble de titres. Il y avait 25 titres à peu près de la presse magazine hebdomadaire mensuelle. En fait, j'avais qu'une obsession, entre guillemets, c'était d'approcher les rédactions, de leur soumettre des synopsis, de partir produire. Depuis 2005, en fait, tout a un petit peu complètement explosé parce que effectivement, je suis dans comment dirais-je, dans des préoccupations qui sont d'acquisition d'audience, de stratégie éditoriale multi-support, et je suis dans des démarches transmédia ou cross-média. Tout ça a beaucoup bougé depuis 5 ans, parce que j'ai vu apparaître, et aussi j'ai moi-même été à l'initiative de nouveaux formats de l'information visuelle, que ce soit les POM, les petits objets multimédia. J'ai vu le diaporama sonore qui s'est bien développé. Là, on est dans du linéaire, du montage linéaire, mais derrière du montage interactif arrivé, avec les plateformes documentaires interactives, les webdocs, les e-docs. Aujourd'hui, les plateformes webdoc, que ce soit du Monde, Arte, France Télévisions, sont très actives et génèrent beaucoup de flux, d'audience. D'ailleurs, aujourd'hui, je m'interroge beaucoup sur le statut de l'image sur Internet. Est-ce qu'on peut parler toujours de photographie, d'image fixe, animée ou de flux tout court? Tout ça, au-delà de... Enfin, mon métier a été complètement chamboulé par cette réflexion sur ces formats. D'ailleurs, aujourd'hui, je me demande concrètement qu'est-ce que je vais produire comme type d'information visuelle, qu'est-ce que je vais photographier, qu'est-ce que je vais prendre en vidéo, comment je vais hiérarchiser, ordonner ça sur Internet. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis dans la conception de supports, de projets images éditorialisés. Et derrière, en fait, je décline selon les supports sur au moins 3-4 supports complètement différents, complémentaires, avec des objectifs, des cibles qui sont selon le support, qui vont dépendre de l'heure de lecture ou de la cible que je veux avoir. J'hésite pas à aller chercher des partenaires au-delà des grands médias généralistes comme Dailymotion, qui vont amener d'autres types encore de lecteurs. J'ai dû un petit peu faire face à des nouvelles compétences et des nouvelles modalités de travail collaboratif, ce que je ne connaissais pas parce qu'en tant que photojournaliste, j'étais assez seul et je ne travaillais pas en équipe. J'ai une activité qui a totalement été repensée, avec un positionnement qui a été beaucoup plus décuplé sur la chaîne de l'information, avec un changement de posture. Aujourd'hui, je suis journaliste, je peux être auteur, parce que quand je m'adresse... En fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'avant, j'étais que dans le secteur des médias. Aujourd'hui aussi, je suis dans le secteur de l'audiovisuel. Il y a une passerelle naturelle qui s'est complètement faite. Et aujourd'hui, je peux être auteur, je peux être réalisateur, coproducteur ou producteur. J'ai d'ailleurs dû créer un studio de création et de production multimédia en 2006, parce qu'on est venu me voir et que effectivement mon statut devait évoluer. Aujourd'hui, je dois être... moi, ce que j'ai pu un petit peu saisir, c'est qu'il y a une véritable intelligence des projets, en fait, par rapport... je dois me positionner sur réfléchir vraiment en ouvrant à fond mon champ d'action, en fait. Je peux dire que... il y a eu une crise. Aujourd'hui, j'ai jamais eu l'opportunité de faire mieux, en fait, avec l'ensemble des supports. Et ce qui est assez amusant, c'est que depuis 2 ans, en fait, je fais plus du tout de différence. Parmi mes clients France Télévisions, je fais pas du tout de différence entre un site généraliste comme Le Monde, ou alors Arte ou France Télévisions, une chaîne en fait. Je pense qu'il y a une grosse mutation sociale qui s'est faite vers une société qui est complètement portée vers le numérique, auquel nous, journalistes, entre guillemets, on court après, et on est en train de suivre un petit peu toute cette évolution sur les supports. Et on va dire qu'à la fois, il y a une télévision qui va sortir du téléviseur et que de l'autre côté, des journalistes qui arrivent sur un partage télévisuel, on va dire ça comme ça. Donc pour le coup, je pense multi-support, mais de manière très naturelle. Et voilà.
c'était en guise un petit peu d'introduction. Pour un petit peu creuser ces questions-là, en fait, un ensemble de personnes, donc de jeunes journalistes, en fait, Olivier Lambert et Thomas Salva, qui ont qui ont réalisé une belle aventure autour de Bref de trottoir, mais aussi qui ont également réalisé La Nuit oubliée, qui a été conçue avec Dailymotion, Le Monde.fr, sur une logique web, sur une logique iPad et smartphone. On va peut-être commencer par eux. Il y a un micro par là, ou je donne mon micro. Ah, il est là. En fait, je voulais vous demander par rapport à votre profil et le fait que vous arrivez un petit peu dans le métier de manière, à la fois très fraîche en fait, parce que vous sortez depuis pas très longtemps d'école de journalisme. Comment vous avez appréhendé cette question de narration interactive, de nouveaux formats? Je sais que tu as un cœur de métier qui est plutôt photographe et le tien il est plutôt sur la rédaction. Un petit peu comment ça s'est passé en 3 ans d'activité, on va dire ça comme ça. Donc Olivier. Donc nous on s'est rencontrés avec Thomas en juillet 2009. Moi je sortais d'une école de journalisme, l'Institut français de presse, avec une formation donc un master de journalisme classique reconnu par la profession. Et Thomas sortait des Gobelins en 2007 et travaillait à l'agence photo L'Œil Public. On s'est rencontrés par hasard et on a eu un coup de cœur réciproque sur le constat alarmant, disons, de cette crise des médias, cette absence d'opportunités, ou en tout cas ce secteur assez fermé, qui nous paraissait assez fermé, pour avoir expérimenté plusieurs rédactions où on a vécu avec des journalistes qui étaient plutôt dépités, ou pour ne pas reparler du planning Radio France, mais qui font 5 ou 10 ans de Tour de France pour enfin obtenir le Graal avec le CDI, en étant un peu bon, je suis en CDI, maintenant c'est fini, et avec une certaine démoralisation des troupes. Et en fait, avec Thomas, on s'est posé cette question, comment faire, comment sortir de ce cadre et revenir à quelque chose qui peut-être nous plaisait plus, ou en tout cas où tous les matins on allait se lever en se disant ça, on aime faire ça et on va essayer d'aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'on a créé Bref de trottoir, en se disant on va sortir d'une rédaction classique, on va créer notre rédaction, on va être nos propres rédacteurs en chef, nos propres donc producteurs. Et on a créé un site en profitant de la gratuité d'Internet. On ne s'est pas tant posé la question de comment on allait faire, mais plus que de l'opportunité en fait offerte par Internet, puisqu'on peut créer son média et pour pas cher. Et ensuite, libre à nous de produire ce qu'on voulait en termes de contenu. Donc moi, je suis arrivé avec cette logique-là, et vraiment, en école de journalisme, on nous apprend à être des bons pigistes précaires, c'est-à-dire à intégrer n'importe quel média national ou régional sans problème, et à faire le travail. On ne nous apprend pas forcément à être créatif ou à sortir de ce cadre. En l'occurrence, moi j'avais vraiment envie de sortir du cadre, et avec Thomas ça a plutôt bien collé, puisque lui était déjà sorti du cadre étant photojournaliste, avec cette logique un peu différente. Et juste en fait, c'est quelque chose qui se généralise, parce qu'avec les 2-3 ans en fait de petite histoire de ces nouveaux supports, il y a pas mal de monde qui sortent de l'ensemble des écoles de journalisme, dont Marianne Rigaud, Raphaël Beaugrand, qui ont suivi et qui sont précurseurs et beaucoup à l'initiative de contenus innovants autour de l'information visuelle. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, tu dis sortir du cadre, mais tu n'es même pas rentré, que déjà tu as voulu en sortir à grands pas. Mais et avec succès, parce que est-ce que tu peux nous dire le cheminement? En fait, c'est pas que le web, Bref de trottoir. Non, enfin, pour le coup, si, j'étais dans le cadre, puisque dans la formation en journalisme, on est obligé de passer par des stages. Donc, je suis passé par la rédaction de Sud-Ouest à Bayonne, France Bleu Bayonne, LCI au desk News, M6 News également au 12:45, je sais plus, 12:45, 19:45 et 12:15. Donc si les rédactions classiques, pour le coup, je les ai connues. Et j'ai fait aussi 1 an chez RFI à présenter les journaux d'information la nuit. Donc le cadre classique, j'étais dedans. J'en suis sorti pendant mon année à RFI, où avec Thomas, on a créé Bref de trottoir sur le principe
de portraits linéaires, mais qu'on a mis en forme sur une plateforme donc, documentaire avec une carte de Paris et 20 points, chaque point égale un personnage, et qui a évolué en programme court à la télévision et en documentaire télévisé qu'on a réalisé cette Exactement. année. J'allais venir parce que vous avez fait un long, un 52 minutes qui est sorti mercredi dernier. Donc les brèves de trottoir, c'est du web, c'est aussi une mini-série sur France 3 et un 52 minutes qui est sorti la semaine dernière, mercredi dernier. Enfin, l'idée, c'était de mêler nos compétences. Donc, pour le coup, personnellement, j'avais envie de faire de la réalisation audiovisuelle avec un travail sur le son, oublier le commentaire et la voix off capitale, et travailler avec de la vidéo et avec Thomas, apporter la photo qui, lui, était vraiment son corps de métier, et il a évolué vers la vidéo. Alors, juste pour terminer, avant de passer la parole à Thomas, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, moi, ce que j'ai cru comprendre de vos parcours, c'est que vous êtes plutôt démarché par des agences, des sociétés de production audiovisuelle, plutôt que par des sites web ou des médias. Mais, par exemple, La Nuit oubliée, qui est une plateforme documentaire sur le 17 octobre 61, qui est sortie le 17 octobre 2011, donc pour les 50 ans, a été diffusée par lemonde.fr. Pour nous, Le Monde, c'est vraiment un diffuseur. On ne l'a pas envisagé comme allô, bonjour, rédacteur en chef du Monde, est-ce que les photos ou l'écrit vous intéressent ? Nous, on cherche des diffuseurs. Et dans cette logique-là, ce sont les sociétés de production qui font le pont entre le diffuseur et les auteurs-réalisateurs. Et aujourd'hui, nous n'avons plus droit à la carte de presse, par exemple, puisqu'on ne rentre pas dans la nomenclature et dans la codification. On touche des subventions du CNC ou de la SCAM, de Dailymotion. Et a priori, ce ne sont pas des organes de presse, donc nous n'avons pas droit à la carte de presse. Donc nous ne sommes plus journalistes, mais nous sommes auteurs-réalisateurs. D'accord. Thomas, je voulais en fait parler un petit peu de toi, de l'évolution de photographe, photojournaliste. Aujourd'hui, il y a une nouveau métier qui est apparu, celle de vidéographe. C'est eux qui ont pris le plus gros du marché américain sur la vidéo sur Internet, c'est-à-dire des photographes qui sont mis avec le nouvel outil qui peut filmer dans les réflexes pro, faire de la vidéo, apprendre ce marché-là. Je ne sais pas déjà comment tu t'es saisi. Est-ce que tu estimes avoir une écriture sur l'image animée ? C'est venu comment à toi ? Comment en fait tu arrives à voir un petit peu le mélange, le mariage entre image fixe, image animée, et dans quelle nouvelle posture ça t'a mis ? Bonjour à tous. Quand on a commencé en fait les brèves de trottoir, c'était on utilisait d'abord la photo et la vidéo est venu assez naturellement finalement. Donc c'était pas, on n'a pas créé les brèves en se disant on va également faire de la vidéo parce que il y avait le Canon Mark II qui était sorti. Mais par contre c'est apparu comme une nécessité en fait au fur et à mesure. Donc au niveau de mon écriture, j'ai dans un premier temps essayé de filmer comme je photographiais, essayer d'adopter un point de vue en étant fixe. Mais ça a été un chemin assez difficile et ce premier projet a été une vraie expérience, un vrai apprentissage. Moi, il m'a fallu au moins 2 ans pour y arriver en fait. Enfin, pour réussir à dire des choses dans l'image animée. C'était vraiment pas mon métier. Et encore une fois, la notion de journaliste, orchestre, enfin homme orchestre, pour moi, elle n'existe pas a priori. Si on n'était pas en binôme, La Nuit oubliée ou Brève de trottoir n'existerait pas en fait. Et est-ce que toi tu vois pour le coup de réelle complémentarité à creuser entre les médias classiques, print, le web, la télé ou autre, enfin, oui, c'est évident, il n'y a pas comme tu disais tout à l'heure, on peut se poser la question de ce qu'est une image sur Internet. Est-ce que c'est un flux ? Est-ce que ça reste une image fixe ? Pour moi, tous les projets dans lesquels il y a de l'image, ils se destinent également au print en fait. Et il y a une vraie interaction à trouver, à créer pour réussir encore à montrer ces images au-delà du 25e de seconde, quoi. Enfin, au-delà de l'écran web et inséré dans un flux d'images continu en fait.
Et pareil, toi, demain, tu te vois travailler autant pour de la télé, toujours du print. Enfin, comment tu vois un petit peu la pratique de ton métier évoluer? Ça a évolué. En fait, moi, je viens vraiment de la photographie argentique traditionnelle, et je suis passé au numérique assez naturellement, mais j'avais du mal à trouver mes repères. Maintenant, la vidéo, la photo, enfin la photo numérique, c'est devenu quelque chose d'assez naturel. Et donc, oui, je me vois travailler en tant que chef op, si mon travail plaît, en tant que photographe, si mon travail plaît, pas en tant que preneur de son, pas en tant que rédacteur, puisque c'est pas mon cœur de métier, mais rester dans l'image, oui, je pense que maintenant le photographe ou le journaliste a intérêt à s'ouvrir au maximum pour pouvoir continuer à vivre et à survivre. D'accord. Alors juste pour terminer sur ces deux témoignages, moi je voudrais faire un petit focus sur le projet qui a eu le dernier prix web documentaire à Visa pour l'image, qui est La Zone. En fait, ce qui a été assez judicieux quand on parle de complémentarité de médias, c'est que c'est un projet sur lequel il y a eu un ensemble de publications dans des hebdomadaires, des mensuels ou même je crois en presse quotidienne. Et en fait, ils ont réussi à marier aussi en termes de financement un montage assez créatif qui fait qu'ils sont reposés sur la presse pour avoir un certain nombre de moyens de produire des choses. Après, ils ont basculé sur le web, sur le monde.fr. C'est un vrai projet transmédia, sauf qu'ils ont réussi à capitaliser toutes ces audiences. Et en fait, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre j'achète un numéro, je vais voir autre chose différemment sur le web, sur l'iPad aussi, je crois. Et en fait, on est vraiment dans des montages assez créatifs, que ce soit en termes de manière de produire, mais aussi de voir. Ce partage télévisuel dont je vous parlais, il existe, et c'est beaucoup d'allers-retours entre les supports et notamment le print, en fait. Alors, donc vous avez bien compris qu'on est hors rédaction avec nos deux amis Olivier et Thomas. Maintenant, on va passer on va voir Jean-Christophe Dupuy-Remont, qui lui a eu, qui est un profil assez intéressant, parce qu'au niveau de France 3 Lorraine, donc si je ne m'abuse, il se passe de drôles de choses, et vous êtes à deux pour œuvrer de manière assez. Moi, je vous vois beaucoup sur le net, je vous suis, et je me dis, quand j'ai appris la semaine dernière que vous étiez deux, je me suis dit, c'est donc possible. Qu'est-ce qui est possible d'être deux, de faire autant de choses, sachant que j'en fais une grande partie tout seul, puisque le deuxième vient d'arriver, il est en cours de formation. C'est un camarade de la rédaction qui a quelques soucis de santé et qui donc avait besoin de stabiliser un petit peu sa situation. Il était en permanence en train de courir, donc il avait le choix entre travailler sur plusieurs émissions ou venir me rejoindre au web, et il m'a dit le web c'est l'avenir, donc je viens travailler avec toi. Il est aussi vieux que moi, même un tout petit peu plus vieux que moi. Moi j'ai 45 ans, donc ça vous donne une idée. Et nos jeunes journalistes de la rédaction, eux, bien évidemment, ne veulent pas en entendre parler, parce que globalement, ça ne les concerne pas. Ce qui se passe, si vous voulez, à France 3 Lorraine, on a une tradition de présence sur le web depuis de très nombreuses années, sauf que l'internaute, lui, ne le savait pas, la rédaction non plus, donc finalement, il y avait assez peu de gens qui savaient qu'on y était. Moi, j'ai été pendant 10 ans le journaliste politique à France 3 Lorraine, et dans le cadre de mon activité, 1 minute 30 en télévision, 3 minutes en direct, c'est quand même assez court pour raconter les méandres du marigot de la politique messine, par exemple. Et j'avais besoin d'expliciter les choses. J'ai plutôt toujours été un garçon de dossier. J'ai commencé à l'Est républicain, j'ai travaillé 5 ans à RTL Radio, j'ai basculé sur du magazine à France 3, et puis je suis arrivé il y a une dizaine d'années à l'actualité à France 3. Et donc pendant 10 ans, j'ai été ce journaliste politique. Donc j'ai ouvert un blog aux alentours de 2004 pour raconter ce que je n'avais pas le temps de raconter à la télévision, expliciter en long, en large et en travers la politique dans le nord de la Lorraine. En même temps, j'ai commencé à toucher à différents outils. Par exemple, j'ai probablement été le premier à faire du Cover It Live en Lorraine il y a 4 ans, enfin tout au début de l'outil, 4 ou 5 ans. Vraiment tout au début de l'outil, j'avais découvert ça en suivant les sites internet américains. Et donc, je racontais les conseils municipaux de Metz qui étaient des grands moments de vie. Et il y avait déjà de l'interaction, mais l'interaction se faisait sur mon blog, parce qu'à France Télévisions, si vous utilisez un blog, vous ne pouvez parler que de France Télévisions. En revanche, si vous ne voulez pas parler de l'extérieur, il faut être à l'extérieur. Enfin bon, voilà, la charte était un peu bizarre, mais c'était comme ça, et par sécurité, j'ai préféré être en dehors de la plateforme France Télévisions pour bloguer.
Finalement, tout ça s'est terminé comment ? En 2010, au moment des régionales, où on a décidé, j'ai proposé de lancer des chats. On avait 13 candidats tête de liste en région, on ne les connaissait quasiment pas. Et donc, pour les connaître, le meilleur moyen, c'était de dialoguer avec eux. Et en général, l'internaute, il a d'autres questions à poser que les questions des journalistes. Donc, on a ouvert pendant 30 minutes, les semaines précédant le premier tour, 13 chats que j'ai animés depuis la télé, qui étaient en live sur Internet, mais avec les moyens de la télévision. Donc, on faisait vraiment du flux en temps réel. Alors, on avait entre 10 et 200 internautes, selon la tête de liste qui était présentée. Mais il y avait toujours de l'échange et on a toujours tenu les 30 minutes. 2 fauteuils bas, une table, des cahuètes, un ordinateur pour lire les questions en direct. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver ça dans nos archives. Et à partir de là, le délégué régional, puisqu'à ce moment-là, tout a changé à France Télévisions et à France 3, les régions ont disparu, les directeurs régionaux ont disparu. On a désormais des délégués régionaux qui dépendent eux-mêmes de pôles. Et notre délégué à nous a dit, écoute, viens jeter un œil sur l'Internet de France 3. Lorraine, fais-moi un rapide état des lieux et on voit ce qu'on fait. Donc j'ai fait ce rapide état des lieux et on a décidé de me mettre à cette place. Voilà, depuis septembre l'année dernière, j'ai ouvert la page Facebook. On est passé donc de 0, on vient de passer les 4200. J'ai ouvert le compte Twitter, on vient de passer les 2000. On associe le compte Facebook, le compte Twitter. Quand je Facebook, ça tweet. En revanche, ça ne le fait pas dans l'autre sens, de façon à ne pas polluer la timeline, par exemple, avec un métier presse comme aujourd'hui. Et puis, il y a évidemment la gestion du site internet qui est ma troisième activité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on publie. On peut publier des vidéos, on peut publier des fiches infos, on peut mettre les vidéos dans les fiches infos ou ne pas le faire, on peut rajouter, puisqu'on a un peu de maîtrise, il faut évidemment connaître un petit peu le code et le langage code, donc je connais les bases, donc je peux bidouiller, installer un fil Twitter par exemple pour couvrir une prise d'otage qui se déroule au fin fond de la Meuse, dont je sais que l'épilogue va se jouer probablement quand je serai dans mon train retour entre Nancy et Metz, et que donc si je veux pas louper quelque chose, il vaut mieux que ce soit les autres qui fassent le travail à ma place. Donc j'intègre un fil Twitter, je mets le hashtag qui va bien, que tout le monde utilise depuis le début de la journée, et au moment où j'arrive à Metz, finalement la prise d'otage s'est effectivement dénouée, mais les gens ont pu la vivre en direct sur France 3 Lorraine, même si on n'y était pas. Et voilà, ce travail, je dirais, d'association est un travail en fait d'expérimentation permanente, puisque dans le même temps je fais de la formation en interne à France 3 Lorraine. Je leur explique ce que sont les outils web, c'est quoi Twitter, c'est quoi Facebook, c'est quoi du code, etc. Je fais également le même type de formation, mais cette fois à l'université de Metz avec les étudiants en web journalisme de la licence pro de web journalisme de Metz qui a été montée il y a 3 ans par quelques camarades et moi. Et puis, on essaye d'inciter les gens à l'étage au-dessus, qui sont plus ou moins convaincus, donc notre hiérarchie et la hiérarchie de notre hiérarchie, qu'effectivement il faut sérieusement se pencher sur la question, et qu'avant de décider de former les journalistes à ces nouveaux outils, à défaut de les utiliser, parce que ça sera dans un troisième temps, il y a un premier temps qui est de former les managers eux-mêmes à comprendre qu'il va peut-être falloir s'intéresser à tout ça. À sa troisième table ronde. J'ai entendu que tu donnais des chiffres sur le réseau, sur Facebook, en fait. Du coup, l'âge moyen de la personne qui suit tes activités, c'est 18-45 ans. C'est un sérieux rajeunissement. Mon cœur de cible, c'est une femme de 25 à 35 ans. Les femmes de 25 à 35 ans, ça représente 18% de notre page Facebook, des utilisateurs de notre page Facebook. Et effectivement, 72%, c'est des 18-45 ans. C'est évident que moi, alors déjà dans IRL, je ne sais pas leur parler à ces femmes. Alors imaginez sur Facebook, c'est carrément compliqué. Donc, en fait, comment on adapte tout ça ? Eh bien, depuis un an, je regarde effectivement les chiffres. Je vois les vidéos qui fonctionnent, les vidéos qui ne fonctionnent pas. Celles qui ne fonctionnent pas, est-ce qu'il faut pour autant les omettre, arrêter de les diffuser ? On propose plus de choses. Alors, globalement, si vous voulez, le compte Twitter, c'est la réactivité immédiate. Il y a un problème sur la route, il y a un problème de météo, il y a un problème de... Voilà. On donne l'info tout de suite et elle est diffusée. Ça nous apporte 2% maximum de trafic vers notre site internet. L'info Facebook, entre 6 et 12%.
en fonction de l'info. L'info Facebook, elle est destinée, elle, à l'interactivité. C'est-à-dire que nous avons 2 émissions désormais, donc ce sont des travails supplémentaires pour moi depuis septembre cette année. Une émission dans laquelle la cellule web intervient. C'est-à-dire que dans notre bureau, nous a installé une caméra, un retour antenne, un micro d'ordre, j'ai une oreillette, et donc pendant 2 minutes à 10h20 tous les matins, lundi, mardi, jeudi, vendredi, je raconte ce qui se passe sur le web lorrain depuis 24 heures. Voilà, de quoi parlent les Lorrains sur Internet, et puis un petit peu au-delà. Et puis là, on est en train de leur faire découvrir maintenant des sites Internet. On évolue, on apprend en marchant. Et puis, et c'est là le plus important, je voulais en dire un mot tout à l'heure, on a une émission qui s'appelle 13 avec vous. Vous avez ça dans toutes les régions de France 3, 13 heures avec vous, et 13 avec vous chez nous en Lorraine. C'est une émission interactive. C'est-à-dire que le jour J, l'internaute vote de 10h à 14h sur 3 thèmes d'actualité qu'on lui propose, avec la possibilité pour lui de proposer un thème supplémentaire s'il estime que nos thèmes sont un peu pourris. Ce qui arrive parfois. Voilà. Et dans ce cas-là, il vote jusqu'à 14h. À 14h, on dit, ben voilà, temps de vote, c'est ce thème-là qui l'emporte. Donc il nous reste moins de 24 heures pour trouver un invité, pour être en direct le lendemain à 13h pendant 10 minutes, pour réagir aux commentaires et aux questions que vont poser les internautes à partir de là. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà le thème que vous avez choisi, vous avez 20 heures pour commenter cette actualité-là. Eh bien, croyez-moi, on n'est jamais descendu en dessous de 9 commentaires, et quand c'était 9 commentaires, c'était des pavés. On est monté jusqu'à 45 commentaires, alors imaginez. Et comment on utilise ces commentaires ? Eh bien, on les fait en live. C'est-à-dire que les gens peuvent également nous envoyer des webcams. Là, par exemple, ce matin, on a reçu une webcam, je viens de recevoir l'alerte. Donc, ils peuvent commenter via Twitter, ils peuvent commenter via Facebook, ils peuvent commenter via webcam. Nous, on assure la veille en parallèle. Et au moment de l'émission, eh bien, le matin, la présentatrice qui travaille avec moi, qui est une journaliste de rédaction, qui était la présentatrice des journaux, a décidé de basculer sur le web. Elle prépare l'émission, moi j'assure la veille. Et c'est depuis mon ordinateur qui est renvoyé en régie, en bougeant ma petite souris, que je fais apparaître les commentaires des internautes, ce qui signifie aussi que s'ils réagissent en direct, eh bien, on peut montrer en direct. Et là, on a une vraie interaction. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et très rapidement, comment tu vis un petit peu le chamboulement qui arrive sur France Télévisions avec le nouveau portail, avec le fait que la télévision s'émancipe et arrive sur un partage télévisuel, que les médias y rentrent aussi de l'autre côté. Toi, tu vois une évolution un petit peu comment dans les... On sait que c'est ce vers quoi on va. On sait que pour l'instant, Paris vit sa vie, nous vivons la nôtre, même s'il y a énormément de dialogue depuis un an. Pour autant, que ce soit sur l'ancienne plateforme comme sur la nouvelle plateforme, les régions sont dans un flux automatisé, et donc on n'a pas la main sur... Si vous voulez, si vous regardez notre site internet en région, quelle que soit la région de France 3, vous ne retrouverez pas la même chose sur l'appli. Pourquoi ? Parce que l'appli prend la dernière modification de fiche que vous avez faite, et si cette fiche, vous l'avez décidé de la mettre en 2e ou 3e position, elle paraîtra quand même en première position sur la plateforme, ce qui aujourd'hui nous pose encore un petit peu problème, mais ça va s'arranger. D'accord, tout va bien. Alors, je vais me tourner vers... donc je vous présente Jacques Dédier, qui est directeur du département photo de l'équipe, ainsi que Lise Nérol, qui est responsable adjointe de la documentation info de TF1. On va commencer par vous, parce qu'apparemment, vous n'avez pas trop de temps. Comment un petit peu toutes les demandes adressées à la documentation sont devenues de plus en plus complexes. Il y a des langages associés, diversité des canaux. Quand il faut activer pour trouver les bonnes références, grosso modo, comment ça se passe ? Comment vous vivez-vous tous ces changements à l'intérieur de l'entreprise qui est TF1 ? Alors, c'est pas tant au sein de TF1 que plutôt à travers mon parcours, puisque j'ai commencé au sein du groupe TF1 il y a 20 ans. Et ensuite, je suis passée chaîne d'info, donc LCI, l'équipe TV, où j'ai rencontré Jacques d'ailleurs. Et ensuite, je suis allée à France 2. Donc, déjà côté télévision. Les demandes, elles étaient classiques, elles sont encore classiques, c'est-à-dire il y a de l'illustration image à fournir et on cherche ce qu'il faut comme image correspondant à la demande de la rédaction, grosso modo. À partir de ce moment-là, je trouvais que j'avais un peu tourné en rond côté audiovisuel. J'ai décidé d'aller voir la presse et de voir un peu ce qui se passait au niveau des Échos, qui avait un projet ambitieux qui était de monter un portail multimédia en alliant justement tout ce qui était texte et image, que ce soit de l'image fixe ou de l'image animée, puisqu'il y avait un studio télé. Il y a toujours un studio télé d'ailleurs. Et le texte, il fallait revoir la base de données qui était vieillissante. Cette expérience-là m'a permis de voir un peu le côté pratique de l'écrit, mais aussi de pouvoir proposer du contenu. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là,
J'ai eu envie, non pas de répondre uniquement à la demande, mais de proposer des choses un peu plus concrètes. C'est-à-dire, voilà, un article qui est fait, est-ce qu'on ne peut pas y mettre de l'image aussi ? Ça commençait tout juste à monter, les Échos commençaient à mettre en place la partie web. C'était il y a 4 ans à peu près maintenant. Et c'était le moment où justement les synergies étaient demandées, la convergence par rapport aux médias. Et moi, je trouvais que justement mon expérience audiovisuelle me permettait de pouvoir proposer du contenu. Donc j'ai fait des propositions par rapport à des angles précis. Je ne suis pas journaliste, je n'ai pas la prétention de l'être, mais j'avais suffisamment de sensibilité par rapport au contenu image, à la documentation, pour me dire, tiens, sur tel dossier, moi, je peux proposer ce que j'ai en stock, entre guillemets, en termes d'articles, en termes de contenu, pouvoir faire une petite chrono synthétique et en même temps aller chercher des images historiques s'il y avait besoin. Je suis allée notamment sur le site de l'INA pour voir un peu ce qu'il y avait. Je ne me suis pas arrêtée là uniquement parce que la demande a été aussi de pouvoir proposer du contenu. Donc j'ai pu faire un peu de tournage pour le site de Capital Finance où j'ai pris une caméra, un pied. C'est pas du tout mon métier, même si moi je traitais l'image, je la traitais en amont et pas en aval. Et je trouvais que l'expérience était intéressante aussi bien pour le métier en tant que tel, parce que du coup ça permettait de maîtriser l'ensemble de la chaîne. On recevait pas les images, on les fabriquait. Et j'ai compris un certain nombre de choses aussi par rapport à la fabrication, par rapport aux contraintes techniques, par rapport aux contraintes de cadre, qui fait que du coup vous n'avez pas la même approche non plus du travail qui est fait du journaliste ou du JRI qui peut partir en reportage. Et cette expérience a permis de mettre en place des petits reportages de 3-4 minutes qui étaient plutôt un résumé des conférences qui avaient lieu pour Capital Finance, qui étaient mis en ligne sur le web le plus rapidement possible. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de délais, beaucoup de moyens pour le faire, mais au moins ça a permis de proposer du contenu et le rédacteur en chef était ravi de cette expérience. Petit à petit, au fur et à mesure des petits déjeuners, des conférences qu'il mettait en place, il a eu l'idée de faire des interviews. Moi, je lui suggérais, mais il n'était pas encore forcément très prêt. Puis, c'est pas moi qui allais mener les interviews, je n'avais pas les compétences. Mais au moins, l'idée était là. Et à la fin, on a pu faire tournage, interview à chaud, sortie de la conférence, etc. Et ça, c'était une expérience qui était plutôt intéressante. Voilà. Après, je ne sais pas si ça répond complètement. Non, en fait, vous y êtes venu naturellement sur ces types de démarches de logique. Naturellement, non. Oui et non, parce que je pense que c'est aussi une évolution que moi je sens par rapport au métier de documentaliste. C'est pas simplement répondre à une demande, justement. Ça, c'était il y a 20 ans. C'était attendre qu'un journaliste vienne vous voir et vous dise « Tiens, moi, j'ai besoin de telle image ». Non, pour moi, c'est plus ça. Et c'est plus ça depuis longtemps. C'est vraiment être acteur, pouvoir proposer du contenu aussi. Et à l'envers, par rapport à un sujet, à un angle, dire « Ah bah tiens, moi, j'ai ça en image. Là, il y a tel rétro qui peut aller bien. Il y a telle chose qui peut aller bien. » Et justement, pouvoir dire, il y a tel texte qui peut aller bien aussi, tu peux aller piocher tel document sur tel site, ou tu peux aller piocher telle référence radio sur tel autre site. Et c'est justement ça qui enrichit, je pense, aussi le travail du journaliste derrière, qui n'a pas forcément le temps toujours d'aller chercher toutes les sources, mais qui peut au moins avoir un panel de choix à sa disposition pour dire, ah ben tiens, j'ai pas pensé à ça, ça m'intéresse. C'est vrai que j'entendais tout à l'heure le terme architecte de l'information, vous participez aussi à cela? D'une certaine façon, oui. Je fais un peu tête chercheuse par rapport aux nouvelles technologies, aux nouvelles thématiques et aux nouveaux médias qui peuvent émerger. Et la relation avec les journalistes, ça se fait naturellement, du coup, vous êtes un outil essentiel Pour la plupart, oui. Je dirais que... Et c'est pas une question de génération, c'est plus une question de sensibilité. Il y a des jeunes qui peuvent être réfractaires, il y a des anciens qui peuvent être très ouverts pour justement mixer un peu les compétences, les métiers et autoriser un documentaliste à avoir des idées et à apporter ses idées, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Ça commence à devenir de plus en plus facile, on va dire. Et du coup, c'est beaucoup de veille. Comment ça se passe au jour le jour? C'est beaucoup de veille, c'est beaucoup de curiosité aussi par rapport à ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qu'on entend le matin à la radio? Tiens, ça peut servir à un tel. Qu'est-ce qu'on lit dans la presse? Enfin, voilà, je pense que c'est quelque part aussi un travail journalistique, mais les deux sont très proches de toute façon par essence. Ok, merci. Au niveau de l'équipe, ça se passe comment? Alors nous, au niveau de l'équipe, on a à la fois de la production photo, à la fois de l'iconographie, du desk et aussi maintenant un petit peu de vidéo, puisqu'on a le site web qui nous a rejoint. Et notre gros problème, enfin la grosse problématique, c'est pas un problème, c'est une problématique,
C'est le web, ça va vite, c'est les flux, comme tu disais, les flux d'images. C'est quoi une image sur le web? Nous, notre métier au départ, bien sûr, c'est de produire, d'aller sur le terrain. Où là, on ne peut pas faire de vidéo puisque nous n'avons pas les droits. Là, il y a toute la problématique des droits d'auteur aussi qu'il faut. Et vos photographes, ils s'y mettent à la vidéo ou pas? Bien sûr, bien sûr. Ça fait un an et demi qu'on essaye de les former. Donc, ils sont formés. Après, c'est à des vitesses. Chacun va à sa vitesse. J'ai 1 ou 2 photographes qui sont déjà dans le montage, qui ont déjà fait avec le son, avec de la musique, etc. Ont déjà fait 1 ou 2 reportages complets. Il y en a qui sont un peu plus lents. C'est une histoire de rythme. Voilà, c'est une histoire de rythme personnel. Simplement, je ne veux pas les pousser. Il faut que la démarche elle soit quand même assez personnelle. Ça reste quand même des photographes. La moyenne d'âge, même si à l'ABC, elle est quand même autour des 45 ans. Donc, on a toujours notre journal à faire. Hein, et toujours, donc derrière, qu'est-ce qu'on fait avec l'image? Donc, la problématique derrière, c'est aussi la formation des gens qui sont à l'iconographie et au desk, où j'essaie de les faire appréhender le passage du papier, du print, donc, à l'univers web, c'est quoi le multimédia web. Vous travaillez aussi sur une version iPad Bien sûr, oui, bien sûr. Mais là, on est encore au tâtonnement de l'iPad. Pour le moment, c'est une liseuse et on l'enrichit avec des images sur des sujets bien précis, en ayant une démarche qui veut donner un sens ou en se servant un peu de nos archives sur des sujets bien précis, sur la carrière d'un joueur, les thèmes sur c'est quoi les Jeux Olympiques, ou là ça va être la Coupe du Monde, le Brésil, etc. quoi, par exemple. C'est vrai que vous devez gérer énormément un gros flux d'informations. Est-ce que comme avec Lise, c'est ça? Lise, vous appuyez sur des ressources annexes périphériques? Alors on est plus. Alors moi je parle que pour la partie photo parce qu'on est encore un peu. C'est encore cloisonné. Hein, les gens du web viennent d'arriver. On a, je vous dis, nos titres qui sont quand même nos titres papier à fournir. Donc on est très encore dans l'actu, dans le bouclage, dans la temporalité. On en parlait. Le web. La révolution numérique change la donnée du temps, puisque nous, on était le journal était réglé sur les bouclages. Maintenant, c'est des flux complètement intemporels, entre guillemets. Donc, on est dans toute cette réflexion sur l'organisation, sur le changement de vision de ces choses-là. De quoi on a besoin en photo, en image, en vidéo? Est-ce qu'il faut que même si les photographes font de la vidéo, est-ce qu'il faut qu'ils fassent toujours de la vidéo sur un sujet? Je pars hors action, hein, puisque voilà. Moi, je suis pas encore passé complètement de ce côté-là. Parce que je pense que l'image fixe peut aussi. C'est un vrai métier, quoi. Et même s'il y a des sujets qui demandent des images fixes, on peut faire des diaporamas animés, parler, etc. Où là, le travail derrière de la post-production, entre guillemets, peut être le plus important et le plus enrichissant, justement par des recherches et par des liens entre les différents services de doc ou centres de doc, peut-être les regrouper, je ne sais pas. Oui, j'allais vous dire, ça passe par une réorganisation de. De toute façon, ça passera par une réorganisation des rédactions. De la rédaction d'un journal, quelle que soit toute la partie visuelle, mise en page, forme, à mon avis, va exploser, ou est en train d'exploser. Faut que ce soit vécu de manière naturelle. Sinon, ça serait dommage parce que quand même, je rappelle que l'équipe a le plus gros des archives patrimoniales visuelles en France, avec des fonds de qualité, Excelsior ou autres, qui sont très très riches. Et c'est vrai qu'il y a une énorme masse d'informations visuelles sur lesquelles on pourrait se reposer pour créer énormément de contenu. Il faut s'en servir, mais il ne faut pas se reposer que sur ça. Derrière, il y a tout un vrai travail de numérisation à faire qu'on a entrepris. Et là-dessus, il y a une vraie expertise journalistique. Qu'est-ce qu'on numérise? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Voilà,
Mais l'équipe, c'est aussi l'avenir. Je veux dire, c'est aussi... donc, c'est une richesse. Il faut qu'on s'en serve. Il faut qu'on ait les moyens de s'en servir. Mais c'est pas un but. C'est pas un but. Donc c'est à suivre. On va suivre. Alors, on a ici deux personnes qui vont nous parler formation. Sylvain Péten et Marc Maintré. Alors, c'est très enrichissant parce que effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de muter, d'évoluer. On parle de nouvelles cartographies des métiers, on parle d'évolution, de création. On va commencer peut-être par Lina. Comment, enfin pour vous, les formations de demain, vous y réfléchissez en quels termes ? Alors, on y réfléchit de manière très sérieuse. L'INA est particulièrement connue pour la gestion et la valorisation des archives de la radio et de la télévision. Mais l'INA, c'est aussi de la formation professionnelle et initiale. Et donc, moi, je suis documentaliste de formation, mais ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu de la formation. Et j'étais responsable avant d'une formation qu'on faisait en partenariat avec le CNAM, où c'était une licence de documentaliste audiovisuel, voilà, qui était plutôt dans le sens classique. Et puis il y a 3 ans, on s'est rendu compte, avec l'évolution du web, des évolutions en termes de métier, qu'il fallait qu'on réadapte notre formation pour être au plus près vraiment des besoins des entreprises. Donc on a fait une enquête auprès des entreprises qui sont partenaires avec nous, qui prennent régulièrement des stagiaires, des apprentis. Et on a été voir auprès d'eux quels étaient leurs besoins. Et ce qu'on avait pressenti s'est confirmé. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on se lance vraiment maintenant dans le multimédia au sens plurimédia du terme. C'était il y a 3 ans, 2 ans Il y a 3 ans. Donc, il y a 2 ans, le temps de construire tout, on a créé une nouvelle formation, un diplôme INA, qui est un diplôme de documentaliste multimédia. Donc là, cette année, c'est la 2e promotion, ça marche du feu de Dieu. Elle est en alternance, c'est-à-dire que les élèves ont différents statuts. Ils font tous leur formation en alternance, c'est-à-dire une semaine chez nous, une semaine en entreprise. Ils ont le statut soit d'apprenti, soit de contrat de pro, soit de stagiaire. Ça va de apprentis moins de 26 ans jusqu'à des reconversions professionnelles autour de 50 ans. C'est des groupes de combien ? 20. 10 20. apprentis et 10 en reconversion professionnelle. Et elle dure 1 an. 1 an. Voilà. Et alors, ce qui est très formateur, et on s'en est rendu compte. Après, on les accompagne beaucoup et on est vraiment très proche des entreprises qui les prennent pendant 1 an. C'est qu'on s'est rendu compte que les documentalistes ont des compétences qui se rapprochent de plus en plus les avaient déjà avant, mais de plus en plus des compétences des journalistes. Les documentalistes ont énormément de choses à apporter aux journalistes. Que ce soit en termes de recherche d'infos, d'images, de sons, de vérification de ces infos, de ces images et de ces sons, en termes de ce qu'on appelle, nous, d'éditorialisation, c'est-à-dire dans le cadre de la valorisation d'un fond, que ce soit un fond photo, que ce soit un fond audiovisuel, le documentaliste peut être là pour mettre en valeur ce fond, que ce soit sur un site, que ce soit d'une autre manière, que ce soit dans le cadre de l'édition DVD. Le documentaliste peut apporter beaucoup de valeur ajoutée en recontextualisant ses photos, ses vidéos, en rédigeant de manière assez synthétique. Et ça, c'est une vraie évolution dans le métier. Et puis alors, là où le documentaliste peut intervenir main dans la main, je vais dire, avec le journaliste, vous parliez tout à l'heure de la zone. Bruno Mazzi, qui est un des auteurs de ce web documentaire, est responsable chez nous de la filière journalisme. Et donc, nous, très vite, quand il est arrivé à l'INA, on s'est rapproché de lui. Et il a compris l'intérêt de travailler avec des documentalistes. Et il travaille beaucoup avec nous dans le cadre de la formation initiale. Nous, on lui apporte beaucoup de choses dans le cadre de ses stages en formation continue. Il y a une vraie collaboration qui est née entre journalistes et documentalistes dans tout ce que peut apporter un documentaliste dans un travail de web documentaire comme le vôtre. Là, en ce moment, une de mes anciennes élèves qui est sortie en octobre de promotion, alors c'est un peu secret, donc je ne peux pas trop dire dans le détail, mais elle va travailler sur un projet web transmédia où elle va apporter des compétences en recherche d'affiches, de photos, de documents, d'articles de presse. Elle sera là pour créer une petite base de données pour pouvoir alimenter tout ça. Et c'est des compétences
très vite, les producteurs et les journalistes ont compris qu'ils avaient besoin de ces compétences-là pour gagner du temps. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, les débouchés, ça s'adresse autant à une société de production que peut-être de la télévision, que du web, que du... Oui. Que de la presse, oui. Par exemple, là où les documentalistes peuvent intervenir de manière de plus en plus active, c'est dans le cadre du fact-checking, la vérification des faits. Pour info, le magazine allemand Der Spiegel a recruté 70 personnes qui sont exclusivement dédiées, qui ont le statut de journalistes documentalistes et qui sont dédiés à vérifier toutes ces informations, avec l'abondance informationnelle qui arrive, vérifier tout ça et apporter la matière ensuite aux journalistes qui vont rédiger leurs articles. Voilà. Donc le documentaliste peut aider dans le cadre de la curation de contenu, faire de la veille et travailler avec les journalistes. Ça comprend aussi de l'iconographie. Oui, parce que nous, on forme vraiment les documentalistes multimédia, c'est-à-dire images, son, texte. Et là où on peut apporter aussi beaucoup de choses, enfin les documentalistes, les images amateurs arrivent de plus en plus sur Internet. Sur certains sites, Citizen Side, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de site, ou Justine TV, il y a une masse d'images amateurs qui arrivent, et puis il faut savoir d'où elles viennent, quoi en faire, est-ce qu'elles ont vraiment été prises là où on dit qu'elles ont été prises. Le documentaliste qui a en plus une culture de l'image, qui a reçu une formation, une éducation à l'image, peut tout à fait être une valeur ajoutée pour l'identification de ces images. Et pour vous, c'est une évolution du métier d'iconographe qu'il y avait aussi. Ça peut être une des... Oui, l'icono, oui, sans problème par rapport à ça, mais moi, je parle vraiment documentaliste au sens large. Non, mais je pensais sur les médias classiques, en fait. Oui. Sur lequel... Le danger du web, c'est aussi... qu'est-ce qu'on reçoit Qu'est-ce qu'on reçoit? Et ça, c'est le vrai travail de... C'est là où l'icono est pratiquement un journaliste. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on reçoit? Il faut faire très très attention à ça. La course vers le scoop, vers être le premier à donner une info ou une photo, c'est quand même très très dangereux par rapport au métier de journaliste alors, en image encore plus, puisque la course avec les télés et les autres, les reporters, c'est quand même bien faire attention, prendre le temps d'abord de la faire, l'image, de bien faire l'image, et donc passer la transmission pour nous, qui est un vrai problème, c'est de plus en plus vite, il faut quand même la faire, l'image. Il faut quand même faire une image qui a du sens. Une photo, tout le monde peut le faire. Une image, c'est pas évident. Donc ça, il faut faire très très attention à ça, à tout ce problème de temps et d'actualité. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que le documentaliste a une autre compétence qui est maintenant, en tout cas dans notre formation, on insiste lourdement là-dessus, c'est l'identification des droits, que ce soit pour les images, les sons, les textes. Oui, tout à fait. Un documentaliste, quand il sort bien formé, il est capable de vous dire attention, ne mets surtout pas cette image en ligne parce que juridiquement tu vas avoir de gros problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus capital parce qu'on utilise tout et n'importe quoi sans demander d'autorisation, en tout cas sur le web. Ouais, c'est pour ça que c'est aussi quelque part aussi une évolution de l'iconographe qui était sur le print d'arriver sur cette type de problématique. Je vais passer la parole à Marc Mentré qui est responsable de la filière journalisme à l'école des métiers d'information, qui anime aussi un blog qui s'appelle The Media Trend et qui est assez actif sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a encore des spécificités selon les métiers, les supports? Comment vous voyez ça? Oui, alors je précise peut-être donc je suis moi le responsable de la filière journalisme à l'EMI, École des métiers d'information. Donc on a des formations longues, qualifiantes. Il y en a une qui est en voie de certification, qui était journaliste-rédacteur et qui ne va plus s'appeler journaliste-rédacteur. Et je pense que c'est quelque part de l'ordre du symbolique. C'est-à-dire que désormais le journaliste dit de presse écrite, ce qui était l'ancien vocable, est maintenant appelé à devenir un journaliste multimédia, point barre. Et donc, multimédia veut dire qu'il doit maîtriser un certain nombre de compétences qui sont bien sûr l'écrit, bien sûr les sources, etc., etc. Je ne reviens pas sur les compétences traditionnelles du journaliste,
mais qui sont aussi le son, la vidéo, la photo, c'est-à-dire l'image fixe, l'image animée, et qui touchent aussi, donc, comme on a vu dans la table ronde précédente, qui se très proches des notions de marketing et de choses comme ça. Ça, c'est pour l'information longue. Si vous pouvez regarder, par exemple, sur ce que font aujourd'hui les étudiants d'écoles de formation initiale, parce que c'est une formation initiale. Vous pouvez regarder, par exemple, ce qu'ont fait les étudiants de Grenoble, qui ont gagné le prix d'innovation Sciences Po Google, et vous regarderez, ils ont fait tout. Du texte, de la vidéo, du son, il y a tout. Hein. Certes, c'est un peu trop, hein, mais ils ont montré en fait qu'ils étaient capables de tout faire. Notre deuxième part d'activité, c'est peut-être là aussi c'est important parce que c'est intégrer en fait ces deux activités, c'est qu'on intervient aussi dans les groupes de presse. L'équipe, on intervient aussi au Monde, on intervient à la Croix sur des formations. Des formations accompagnement, on va dire, plutôt assez lourd, et sur ce qui fait de nous, non pas seulement des observateurs de ce qui change en ce moment dans la presse, mais aussi des acteurs de ce qui change, puisque on est amené, en fait, à faire évoluer, mais très, très profondément, les journalistes, mais aussi, quelque part, on impacte aussi l'organisation des rédactions. Et l'idée étant que, de plus en plus, on va passer à ce qu'on appelle digital first, c'est-à-dire on travaillera d'abord pour le web. Attention, le web, hein, c'est les tablettes, c'est le mobile, c'est le site. Hein, c'est pas seulement le site. Faut sortir aussi de ce espèce de monolithisme, de cette idée que le web se résume à un écran d'ordinateur. Hein, c'est pas ça du tout. Et puis, il va y avoir la télévision connectée, de toute façon, hein, qui arrive là... histoire d'un an, 2 ans, massivement, hein, je veux dire. Donc, tout ça, il faut s'y préparer. Et donc, s'y préparer, ça veut dire que les journalistes qui sont en place dans les rédactions doivent s'y préparer, mais aussi donc les nouveaux journalistes qui arrivent sur le métier. Et donc, pour nous, c'est très important de travailler à la fois sur les deux plans, à la fois dans les groupes de presse, parce qu'on voit les difficultés qui existent à essayer d'introduire le changement et la lenteur avec laquelle ça se fait, parce que c'est quand même très très lent. En fait, c'est une mutation culturelle. Hein. C'est pas seulement apprendre à faire des photos. Hein. Je veux dire, c'est quelque part intégrer le fait que le métier de journaliste tel qu'on l'a connu n'existe plus en fait, ou n'existera plus d'ici 5 à 10 ans. En tout cas, j'en suis intimement convaincu. Et que donc, il faut se préparer à travailler dans de nouvelles conditions, dans un nouvel écosystème d'information qui se met en place assez rapidement, en fait. Hein, parce que quand on regarde l'évolution sur les 5 dernières années, c'est quand même extrêmement frappant, les mutations rapides, extrêmement importantes qu'il y a eu. Hein, et donc, il faut se préparer à ça. Voilà. Et du coup, demain, la formation... soit le EMI ou ailleurs, tu vois ça comme un tronc commun avec des spécialisations, tu vois ça avec des spécialisations d'emblée sur les cœurs de métier. On peut parler toujours de cœurs de métier ? On peut toujours parler de cœur de métier, on va dire que... oui, on peut toujours parler de cœur de métier, c'est-à-dire que... Disons que le journaliste va partir de lui, son cœur de métier, c'est l'information, le traitement de l'information. Et on va dire que le photographe, mais avec les évolutions que vous avez tous décrites, hein, je veux dire, le photographe, ça sera plutôt, lui, son cœur de métier, il vient de l'image, en fait. Hein, et donc, l'image, avec tout ce que ça sous-entend, de vérification, d'agrégation, de curation, etc., etc. Idem, hein, comme la vérification, la curation, etc., fait partie aussi maintenant du métier de journaliste. Hein, mais attention, je tiens à préciser une chose. Moi, je ne suis pas un partisan du journaliste Shiva. Hein. Je veux dire, c'est que les choses soient claires. C'est-à-dire que je pense que tout le monde doit savoir, comprendre, effectivement, comment on fait le cadre, par exemple, dans une caméra, etc., avec une caméra. Mais ça ne veut pas dire que il y a peut-être des gens qui sont plus doués pour utiliser une caméra. Et moi, je suis très, très partisan du travail de groupe. Hein. Et c'est pour ça que je suis exactement ce que vous faites, en fait. Et
Enfin, je précise quand même que les appareils photo sur lesquels vous formez les journalistes, en fait, c'est quand même pas des réflexes pro, c'est plutôt des choses faciles à utiliser. Que soit, j'ai vu une batterie d'accessoires autour d'iPhone, par exemple, qui reste assez judicieux, pertinent. Mais quand même, la question de l'outil, c'est pas trop la même entre quelqu'un qui est habitué à manier. Et à pousser les choses sur de l'image. Oui, mais il faut regarder que le journalisme est en train de se quelque part se diviser. C'est-à-dire, on a une espèce on a le journalisme de flux. Je fais de caricatural. On a le journalisme de flux qui lui a besoin d'extrême d'une grande rapidité. Pour ça, il y a des outils qui s'appellent les smartphones qui sont parfaits. C'est-à-dire que je peux prendre ma photo et l'envoyer tout de suite. Tout est pensé à l'intérieur de Pour faire simple, tout est pensé. Je peux faire mon son, idem. Je peux le monter même sur mon smartphone ou sur ma tablette, mon iPad, etc., etc. Tout ça, je peux le faire. Et ça, c'est des outils de journalisme de flux. Ces outils de journalisme de flux, il faut apprendre aux étudiants, et pas seulement aux étudiants, aux journalistes qui sont actuellement dans les rédactions, à les utiliser. Ça, c'est absolument fondamental, parce que là aussi, il faut qu'ils montent dans ce train en marche. Mais il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est que le flux, il s'accroche à autre chose. Il s'accroche, en fait, à des éléments beaucoup plus complexes, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus étudiés, et peut-être beaucoup plus transmédia, on en a parlé, et ça, c'est très important. Et là, on retrouve quelque part un travail beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus collaboratif. Je ne veux pas dire que le flux, c'est pas collaboratif. C'est collaboratif dans un autre sens. Mais beaucoup plus collaboratif entre genre de compétences distinctes, mais qui ne sont pas vraiment les compétences habituelles. Je veux dire, on peut être spécialiste de la photo et du son. Voilà. Alors moi j'ai une dernière question sur en fait je vois que dans les centres de formation oui c'est la dernière, dans les centres de formation continue en fait on est là aujourd'hui en train de tester, de pousser les choses. Il y a un côté un petit peu recherche et développement, un petit peu ce laboratoire expérimental qu'on peut se permettre peut-être sur de la formation continue. Est-ce que quelque part ça ne remet pas en cause, en place la formation initiale? Je sais que tu es un ancien de l'ESJ Lille. Est-ce que toi, est-ce que... Non. Là-dessus, je suis affirmatif. Je veux dire, on est formation continue. Enfin, je pense que c'est exactement la même chose. Je veux dire, formation continue, formation initiale, on se nourrit vraiment l'un l'autre. Il n'y a pas de gap entre les deux. Je veux dire, moi, j'ai participé à des débats, à l'ESJ de Lille, etc., etc. Je veux dire, c'est pas des débats, je veux dire, mais sur justement cette question de l'enseignement du journalisme et qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui en journalisme, je veux dire. Et c'est une réflexion sur laquelle il y a des désaccords, il y a des etc., etc. Mais c'est une réflexion commune à la fois au centre de formation continue et aux écoles de formation initiale. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que des formateurs à l'INA qui ont l'habitude d'intervenir en formation continue viennent faire des cours à nos élèves en formation initiale et vice-versa. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment un travail de recherche, d'anticipation, de prospective. On est toujours main dans la main, que ce soit formation initiale, formation continue. C'est beaucoup plus enrichissant d'ailleurs de fonctionner comme ça plutôt que de cloisonner les choses. Ouais. Très bien. Peut-être une ou deux questions dans la salle et puis on va passer à la dernière table. Une question. Bon, alors moi je me présente, je m'appelle Sandrine Edéry, je suis maquettiste de Presse Magazine. C'est plutôt une réaction qu'une question. Je représente, je pense, pas mal de maquettistes qui sont à l'heure actuelle sur le côté des rédactions. Parce que par rapport au passage sur le web, il y a aussi une réalité actuelle qui fait que les rédactions font appel à beaucoup de stagiaires, beaucoup de gens dans les rédactions qui montent leur société et qui réactualisent des hors-séries ou des plus produits sans faire appel à des pigistes. Et donc, il y a plein de maquettistes qui sont très intéressés par le passage sur la mise en page sur le web. On en parlait tout à l'heure. Plusieurs d'entre vous en ont parlé. Mais lorsqu'on va dans certains organismes de formation, on vous dit, dites donc, avec le CV que vous avez, vous vous formez sur le web et vous allez trouver du boulot. Alors en fait, moi, ça fait plusieurs mois que j'interviewe des DA
et d'autres maquettistes qui me disent mais pas du tout, il n'y a pas du tout de boulot sur le web pour les maquettistes à l'heure actuelle, parce que ce sont essentiellement des agences qui interviennent pour faire des sites de magazines, donc des agences publicitaires qui font aussi d'autres sites pour Chanel, pour des marques, donc c'est un autre métier. Moi, la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est que vont devenir les maquettistes, les secrétaires de rédaction, qui ne demandent qu'à s'adapter et qui ne trouvent pas de passerelle, parce que tout simplement, dans les rédactions, les maquettistes à l'heure actuelle qui sont en place en presse-papier sont éventuellement formés sur quelques logiciels qui servent sur le web, mais dans la pratique, ils ne manient pas quand ils retournent dans leur rédaction. Alors c'est peut-être différent pour les quotidiens, c'est pour ça que je précise que c'est de la presse magazine. Voilà. Oui. Je peux juste répondre très très brièvement. C'est dommage que M. Barlemont ne soit plus là, parce que... Il est là ? Il est parti. Hein. C'est parce que le groupe Prisma est justement en train pour développer ces magazines sur les tablettes, hein, en particulier. Ils sont en train de conserver en fait leurs maquettistes et de leur apprendre à je ne sais plus quel est le nom du logiciel, ça m'a complètement échappé, qui permet de travailler sur les tablettes. Mais il faut savoir effectivement que sur le web, c'est du web design. C'est pas du, il n'y a pas de maquette au sens où on l'entend. Il peut y avoir de la maquette, mais à ce moment-là, ça demande un certain nombre de compétences sur l'infographie ou des choses comme ça, des compétences de développement, des choses comme ça. Une dernière question là. Oui, bonjour, Thierry Ternisien. Je suis aujourd'hui consultant en agence de presse photo et auprès des éditeurs de presse magazine. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit la maquettiste et sur ce qu'a dit Sylvaine et Lise, qu'elle me pardonne de les citer par leur prénom. Mais je trouve effectivement que le métier de documentaliste est un métier à part entière. J'ai pu constater au sein de différentes missions et différents audits, on va dire, que les groupes de presse photo, les éditeurs de presse magazine, confrontés à la réduction du coût des achats photos, confrontés à la mutualisation des services photos au sein du même groupe, confrontés aussi au manque de temps qu'ont les rédacteurs photos à aller chercher le contenu auprès des différentes sources de production. Il apparaît que le métier de documentaliste est essentiellement important, que c'est un vrai métier en soi, que ce qu'a dit Sylvaine en épilogue de son intervention, c'est que les documentalistes sont effectivement formés au droit à l'image, et ça, ce ne sont pas du tout les nouveaux rédacteurs photos qui sont à même d'y répondre. Et pour répondre à la maquettiste, je sais, moi, depuis quelque temps, que les maquettistes aujourd'hui et les SR sont formés à la recherche photo auprès des différents fournisseurs de contenu, et que, du coup, on oublie que le métier de documentaliste est malgré tout un métier à part entière, que le maquettiste, bien qu'il soit formé à la recherche photo, n'aura pas malgré tout toutes les connaissances nécessaires à fournir du contenu de qualité auprès des magazines de qualité. Sur cette note-là ou Moi, juste préciser, c'est un vrai problème de gestion prévisionnelle des emplois au sein des DRH, au sein des entreprises. On va y venir. Ça, c'est quelque chose de capital. Et c'est vrai qu'il y a certains métiers qui sont sacrifiés en ce moment. Le métier de documentaliste a longtemps été sacrifié. Il commence à reprendre un petit peu ses lettres de noblesse avec tout ce bouleversement d'abondance d'informations, toutes ces nouvelles choses qui sont en train d'émerger. Et ce que je disais tout à l'heure en aparté à Lise et à Monsieur et à Jean-Christophe, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une vraie prise de conscience au sein des managers que pour que les choses bougent, ça vient d'eux. Si en dessous, si à l'étape en dessous, on veut que ça bouge, mais qu'au-dessus, on n'a pas compris l'intérêt de faire bouger les choses, qu'il y a un vrai travail collaboratif, que les métiers doivent travailler vraiment main dans la main entre eux, ça ne se fera pas. En tout cas, dans les grosses structures. Et puis, dans les toutes petites structures, il n'y a pas d'argent pour embaucher un documentaliste. Il y a un site, un pure player qui vient de se créer, qui s'appelle quoi.info. Moi, je les ai contactés parce qu'ils cherchaient du monde. Je leur ai dit, j'ai des documentalistes multimédia qui viennent de sortir de formation, qui sont tout frais, qui sont opérationnels, et il m'a répondu, je n'ai pas d'argent, donc je ne pourrais pas embaucher de documentaliste. Alors, voilà. Ça, c'est le même problème, toujours. Très belle transition. On va du coup, parce que la prochaine table ronde, merci beaucoup, tout le monde. Messieurs, dames.
Ça va être justement la question du management. Comment on fait pour accompagner ces évolutions? Comment on fait pour piloter ces équipes? Comment on les coordonne? Quelles compétences les managers doivent-ils développer?